La photo que vous voyez à présent a été prise à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. On voit de l'autre côté des barrières des migrants donc, qui sont empêchés de passer. Cette photo a été prise en décembre 2015, donc il y a quelques mois, et déjà à ce moment-là, les frontières commençaient à se refermer. Donc Allemagne, Autriche, Hongrie, pays des Balkans, Macédoine. Jusqu'à cette frontière-ci, peu à peu, toutes les barrières se sont refermées et des milliers de migrants donc, se sont retrouvés coincés en Grèce. Et puis en mars, un accord a été signé entre Bruxelles et la Turquie. Un accord donc qui entraîne des refoulements des migrants qui arrivent sur les îles grecques et qui sont renvoyés donc en Turquie. Philippe Lamberts, eurodéputé, donc député au Parlement européen, belge, écologiste, s'est plusieurs fois exprimé contre cet accord, dénonçant le fait qu'il remet en cause le droit d'asile. Philippe Lamberts donc, va nous expliquer en quoi, finalement, l'Europe a échoué à trouver une solution pour régler cette crise migratoire et n'a pas réussi, notamment, à mettre en place cet accord de répartition et de relocalisation des réfugiés. En fait, cet accord n'a jamais été signé, tout simplement parce qu'il n'existe pas. Juridiquement, il n'existe pas. Il y a une déclaration de 28 chefs d'État et de gouvernement auquel se adjoint un 29e, mais cette déclaration n'a aucune existence juridique. Et c'était le but. Parce qu'évidemment, un objet juridique, ça peut s'attaquer. Quelque chose qui n'existe pas ne peut pas s'attaquer. C'est donc un gentleman's agreement, c'est une manière de s'entendre, mais sans vraiment l'écrire. Mais la question que je me pose, c'est, quand je réfléchis à un pays comme le Liban, qui pour une population de 4 millions d'habitants en accueille 1 million de réfugiés, je me dis, tiens, si on faisait ça en Europe, ça voudrait dire quoi? Ah ben, en Europe, ça voudrait dire 125 millions de réfugiés. Et là, pas de chance, parce que figurez-vous que sur la planète, il n'y en a que 65 millions. Il faudrait en produire. Il faudrait en produire. Et donc demande-t-on, et donc vous l'aurez compris, demande-t-on à l'Union européenne, vous savez, cette pauvre zone au bout d'un continent, d'accueillir tous les réfugiés de la planète, certains auraient dit en d'autres temps toute la misère du monde. La réponse est bien évidemment non. Imaginez un instant que, face au Wir schaffen das de la chancelière Merkel, on est entendu à Paris, on est capable d'y arriver. Imaginez un instant que, peut-être pas les 28, mais une coalition de pays en Europe se soit dit, eh bien, au moins répondre à l'urgence des réfugiés de guerre syriens, irakiens, afghans, des guerres quand même dans lesquelles il faut bien reconnaître que l'Europe a un peu, de temps en temps, parfois beaucoup, mis le doigt. Imaginez que nous nous soyons serrés les coudes pour faire face à ce qui est quand même aussi d'abord une urgence humanitaire. Eh bien, je crois que nous ne nous serions pas retrouvés devant celui que j'aime bien appeler le Poutine de la sublime porte, dans la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je sais que beaucoup critiquent, se moquent de la chancelière Merkel pour les courbettes dont elle fait preuve aujourd'hui à l'égard du sultan qui règne à Ankara. Mais je dois dire que si la position d'Angela Merkel n'est pas glorieuse, elle peut au moins dire, moi, j'ai ouvert les portes à 1 million de réfugiés. Qui peut en dire autant? Qui peut en dire autant? Et c'est vrai que j'ai été très critique des 27, parce que, au lieu de cette logique du Wir schaffen das, nous en sommes capables, ça a été plutôt la logique du pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. Alors, il y a des gens qui le disent de manière assez brutale, et on pense évidemment à Viktor Orban en Hongrie, mais derrière des gens pareils, il y en a d'autres qui le disent avec des mots peut-être plus décents, mais non moins brutaux. Quand Manuel Valls va faire la leçon à la chancelière à Munich, sur son territoire, pour se moquer de sa politique d'accueil, quand le même Manuel Valls, devant le groupe socialiste au Parlement européen, je n'en fais pas partie, rassurez-vous, quand il est questionné par le groupe socialiste européen qui dit quand même notre position, qu'il faut en finir avec le système de Dublin, qui veut que ce sont les pays frontaliers qui sont les seuls chargés de traiter les demandes d'asile,
Et donc c'est la position du groupe socialiste au Parlement européen d'abolir cette règle de Dublin. Sa réponse est jamais. La France s'y opposera toujours. Alors, je ne sais pas, moi j'ai toujours appris que la France était la patrie des droits de l'homme. On m'a dit, mais non, tu n'as pas compris, c'est la patrie de la déclaration des droits de l'homme. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Et donc c'est vrai que j'ai été profondément choqué, parce que si quelques pays ont pris un petit peu la même attitude que l'Allemagne, ne serait-ce que pour un temps, et je pense à l'Autriche, je pense à la Suède, modestement au début, malgré le fait qu'on ait un gouvernement très très à droite en Belgique, modestement la Belgique, pendant un temps, très vite, l'Allemagne s'est retrouvée seule. Et c'est vrai que j'ai critiqué beaucoup la France, parce que si la France avait fait front commun avec l'Allemagne, je pense que pour les pays du Benelux, pour les pays de la Scandinavie, pour les pays de la péninsule ibérique, je crois qu'il était politiquement intenable de ne pas en faire autant. Et donc nous ne serions pas aujourd'hui à la merci de quelqu'un qui se moque des droits humains et qui s'appelle Recep Tayyip Erdogan. Ceci étant, lorsque j'ai critiqué la France, une collègue socialiste française que je ne nommerai pas m'a répondu ceci: tes mots en plénière étaient ignobles. Ils étaient ignobles parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais utiliser des mots comme faillite morale, c'est scandaleux de ta part. Parce que quand même, ce n'est pas de la faute de François Hollande si la France n'accueille pas de réfugiés. Je lui ai dit, écoute, il y a quand même quelque chose qui m'échappe, parce que ton pays est la dernière monarchie exécutive en Europe, et je suis sérieux, et tu me dis, ce n'est pas la faute du monarque que la France ait une politique de refus des réfugiés. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Elle m'a dit, non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est quand même pas la faute de François Hollande si l'extrême droite est si forte en France. D'abord, ça se discute. Quel est le fond de l'argument? Le fond de l'argument, c'est qu'est-ce que tu veux? L'extrême droite étant tellement forte, nous n'avons d'autre choix que de faire sa politique. Parce que fondamentalement, c'est ça l'argument. C'est ça l'argument. En Belgique, nous avons depuis les années 80 un parti d'extrême droite en Flandre qui s'est appelé le Vlaams-Blok, aujourd'hui le Vlaams-Belang, et qui en 92 avait fait un programme en 70 points. Vous voyez, le Belge a appris à parler français. Un programme en 70 points pour traiter le problème de l'immigration. Et la Ligue belge des droits de l'homme a fait une analyse récente de, tiens, que sont ces 70 points devenus? Et que constate-t-on? C'est qu'une grande partie d'entre eux sont entre-temps passés dans la loi, et la plupart d'entre eux sont en tout cas passés dans les programmes des partis traditionnels. Et donc ça veut dire que le cancer de ces idées-là, il ne faut même pas une extrême droite majoritaire, comme on a failli l'avoir en Autriche dimanche dernier, enfin bon, elle n'est pas loin, hein, pour qu'elle s'impose dans les politiques qui sont menées. Et c'est ça que je trouve profondément indigne, moralement inqualifiable dans l'accord avec Erdogan, c'est qu'au nom de pas de ça chez nous, on est prêt à payer n'importe quel prix. Ce n'est pas sur ces valeurs-là que l'Union européenne s'est construite. Ma mère est née en 1935. Ma mère est née en 1935 et à 5 ans, elle a dû fuir la Belgique le 10 mai 40 pour tenter d'échapper aux troupes allemandes. Ben, figurez-vous qu'elle a trouvé ici, dans ce pays, l'asile. Ensuite, elle est retournée en Belgique. En 1944, belote, les Allemands reviennent. Elle retourne en France. Elle a de nouveau été accueillie. Sommes-nous vraiment incapables de nous souvenir de ces périodes-là? Et je dirais que si aujourd'hui une majorité des élites politiques, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça élite, mais enfin des dirigeants politiques ont décidé de courber les chines, non seulement devant Erdogan, mais devant la pression des idées d'extrême droite, moi je constate qu'il y a des Constances, il y a des Agnès, il y a des gens partout, pas seulement en Allemagne, mais en Belgique, en France, ce pays qui dit pas question d'accueillir plus de 30 000 réfugiés, rassurez-vous, sur 2 ans, hein, c'est-à-dire ce qui arrivait en Allemagne en 2 jours et demi au sommet de la vague. Non, mais c'est sérieux, c'est quand même ça. Eh bien, en France, il y a des collectivités locales, il y a des associations qui se sont préparées à accueillir. Et alors? Au fait, la préfecture, l'OFPRA, est-ce que enfin, vous avez des gens à faire venir chez nous? Non, rien. Curieux. Visiblement, ils ne savent pas ce qui se passe à Lesbos.
Pourtant, ce n'est pas si loin que ça, je veux dire, c'est 3 heures de vol avec 4. Mais non, visiblement, on ne sait pas. Et c'est moi, ça qui me réjouit, c'est que la fibre de la solidarité n'est quand même pas morte chez nous. Désolé de dire ça avec un accent un peu bruxellois, mais fondamentalement, elle existe et elle est vivace. Et donc la question qui se pose à nous, responsables politiques, c'est allons-nous flatter parmi nous la fibre de la peur, ou est-ce que nous allons plutôt flatter, stimuler, encourager celle de l'espérance et de la solidarité? Je crois que c'est ça le choix qui se pose à nous, c'est le choix qui s'est posé aux Autrichiens dimanche dernier. Alors c'était 50-50, c'est tombé du bon côté cette fois-ci, ça peut tomber du mauvais côté, mais de toute façon, si on baisse les bras, on sait qu'on a perdu. Je vous remercie.